Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Nous reprenons la série de vidéos sur les entraves au commerce entre Européens et Africains. Alors je me suis rendu compte que il y a certains auditeurs qui s'intéressent à cette question des échanges, mais aussi des entraves aux échanges. Parce que j'ai fait d'abord une série de vidéos sur les échanges. Je l'ai bouclé, c'est terminé. Et maintenant, je mets l'accent spécialement sur les entraves au commerce. Alors, les étudiants peuvent se référer à ces vidéos-là. Alors, le fort hollandais de Vredenburg, à la faveur de la guerre de Goifo, sera en 1695 attaqué et assiégé pendant 5 heures de temps. Les natifs n'avaient pas apprécié que les Hollandais fassent venir des mineurs d'Europe pour exploiter l'or sur les collines à 6 km au nord du fort Vredenburg. Vous voyez le comportement de ces Européens-là. Vous dites, vous êtes venus faire du commerce et puis maintenant vous vous permettez de vouloir clandestinement exploiter un site aurifère. Mais est-ce que leur façon de faire a changé? Ça n'a pas changé. Ils aiment piller et ils continuent le pillage. Mais au moins avant, nos ancêtres avaient les moyens de les arrêter. La guerre de Goifo verra l'implication de Cabestera, c'est-à-dire les Etsi, les Tuifo et Adoum, sollicités par la compagnie hollandaise. Et vous voyez là que fait la compagnie hollandaise des Indes occidentales. Elle sollicite des mercenaires. Le roi Abetaki, appelé aussi Abotaki, sera assassiné par les Anglais et Taki Anka, un de leurs courtiers, frère du roi défunt, deviendra le Goifohene, c'est-à-dire deviendra le roi. C'est-à-dire, là encore, ils se débarrassent d'un roi dont ils ne veulent pas. Et puis il y a un qu'ils ont adoubé, à qui ils ont donné les moyens financiers pour devenir le roi de Goifo. Voilà. Et Taki Anka, qui deviendra roi de le Goifo, était courtier au service des Anglais. Voilà. C'est ça. Mais son frère a été assassiné parce que lui, il menait une résistance, voilà, contre la façon de faire de ces compagnies européennes-là. Vous voyez que les choses n'ont pas changé. Alors, comme je disais, son esprit d'indépendance vis-à-vis de la politique commerciale hollandaise fera de lui un roi apprécié par ses sujets. Donc là, il s'agit du roi Abotaki. Ogwa va aussi beaucoup souffrir des guerres de Goifo, car son commerce va baisser. Ogwa, en fait, c'est Cape Coast. Mais l'assassinat du roi Abotaki de Goifo ou Komenda, mais cela va faire l'objet d'un jurement. Hein? Si je me souviens bien, j'ai fait une vidéo sur le royaume de Goifo. Vous pouvez regarder cette vidéo-là. Et si je me souviens bien, ce jurement dit Abotaki Beneda, c'est-à-dire le mardi d'Abotaki, où il a disparu, tué dans le fort par les Anglais. Un crédit non réglé va empoisonner les rapports entre Adoum et la Compagnie des Indes occidentales. En effet, de l'IFD, facteur à Axim, fait prisonnier des parents d'un influent chef Adoum appelé Jantikoma. En fait, c'est Jantikuma. Voilà. Parce que celui-ci devait 9 bénards de poudre d'or à la compagnie. Donc, vous voyez. Donc, quand il y a un débiteur, quelqu'un qui leur doit de l'argent, bon, ils font prisonnier ses parents. Ou bien des ressortissants de son village. C'est comme ça que les compagnies européennes agissaient. En février 1659, les Adoum se saisissent de l'assistant de l'IFD et d'un soldat. Bien que l'IFD libère les parents de Jantikuma, ce dernier réclame une indemnité de 20 bénards de poudre d'or avant de libérer les otages qu'il détient. Voilà. Prise d'otage contre prise d'otage. Voilà. Ils ont pris des parents de Jantikuma en otage, mais lui aussi, il a pris un assistant
comment on appelle ça, du facteur hollandais, voilà, ainsi que d'un soldat. Voilà le problème. Devant le refus de l'IFD, les guerriers Adoum attaquent le fort Ruchaver. Les obus tirés par les Hollandais font 70 à 80 tués parmi les assaillants. Mais à court de munitions, l'IFD fait sauter le fort Ruchaver. Cet incident va discréditer à jamais la compagnie hollandaise aux yeux des natifs riverains du fleuve Ankobra, que les Nzema ils appellent Siane. Comme l'indique si bien Albert van Danzig, qui est un historien, la compagnie hollandaise n'a jamais disposé d'une armée importante sur la côte de l'Or pour pouvoir inquiéter les chefferies et les royaumes du littoral. John Cabes, important courtier de Komenda, en fait, John Cabes, en fait, c'est Gianni Kabi. Voilà, mais bon, souvent c'est le nom John Cabes, une traduction anglaise de son nom qui est retenue. Important courtier de Komenda, donc du royaume de Guafo, n'était préoccupé que par ses intérêts propres et ne se sentait aucun lien de fidélité avec une quelconque compagnie. L'échec de l'opération pour exploiter les mines de Guafo coûtera cher à la compagnie hollandaise. Pour libérer les otages faits par les Guafo, elle versera 10 marks, 7 onces et 4 engels d'or au roi Abotaki. C'est pour tout ça qu'ils l'ont fait assassiner. Dans l'affaire, le directeur général Stabfors dépensera personnellement 24 marks d'or et sera contraint de renoncer au droit de 5% des produits de la pêche qu'il percevait pour avoir financé la fabrication de pirogues et l'achat de filets de pêche. Donc là, on voit que les compagnies européennes faisaient aussi comme des entrepreneurs locaux. Voilà, donc tu peux avoir des barques, des pirogues à ta disposition et puis des filets que tu mets à la disposition des pêcheurs. Et quand ils pêchent, toi, le propriétaire de la pirogue et des filets, tu as les 2 tiers de la production. C'est comme ça. Pour laver cet affront, la compagnie hollandaise cherchera à acquérir, à avoir une alliance avec Cabestera, c'est-à-dire les Etsi, qui exige que les Cuifo soient associés. Or, les Anglais avaient donné 200 bénas de poudre d'or pour obtenir la neutralité de Cuifo. Voilà. Donc, ils n'ont pas pu obtenir la participation de Cuifo. Voilà. Parce que les Anglais ont plutôt payé tôt les Cuifo pour obtenir leur neutralité. Pour faire monter les enchères, les Cuifo promettent d'examiner la requête hollandaise contre le versement de 300 bénas de poudre d'or, la livraison de poudre à canon d'une valeur de 8 bénas et de mousquets d'une valeur d'1 béna. La compagnie accepte ces conditions et à Moakon, un chef Cuifo vient prêter serment à Elmina. Vous voyez, quelquefois les chefferies locales jouaient sur ces dissensions. Ces Cuifo-là, les Anglais ont payé pour obtenir leur neutralité. Voyez. Et maintenant, voilà qu'ils montent les enchères en disant aux Hollandais qu'ils sont prêts à combattre à leur côté s'ils répondent à leurs exigences. Voyez. Donc c'est cela. La compagnie accepte ces conditions et à Moakon, le chef de Cuifo vient prêter serment donc à Elmina pour mettre en application leur accord. Cet événement prouve que les chefferies du littoral roulaient pour elles-mêmes et non pour les intérêts des compagnies européennes. Oui, c'est ça. Effectivement, Cuifo et Cabestera attaquent le Guafo, mais le roi Abotaki, de son côté, s'est acquis le soutien des Assabou et des Borbor Fanti, sans compter les armes et munitions données par les Anglais. Oui. Ça provoquait vraiment des barrages, des guerres entre les royaumes, et puis parce que la concurrence entre les compagnies européennes même était conflictuelle. C'était conflictuel. Il faut comprendre. Les Hollandais et leurs alliés Cuifo et Cabestera seront battus le 28 avril 1695. Pour se venger, Johan Starfors fait emprisonner à 2 reprises le courtier Adam, un sujet Guafo pour dette. Il fait envoyer comme esclave au Suriname, à Komani, le frère du roi Abotaki,
qui lui aussi s'était endetté auprès de la compagnie hollandaise. Donc, vous voyez la réaction, n'est-ce pas, du représentant de la compagnie des Indes occidentales. Voilà. Donc, il a envoyé quelqu'un comme esclave au Suriname. Bon, en fait, anciennement, le Suriname s'appelait, comment on appelle ça, la Guyane hollandaise. C'était la Guyane hollandaise. C'est la Guyane hollandaise qui, par la suite, va prendre le nom de Suriname. La tradition orale raconte que quelques grands bandits vont perturber le commerce en dépouillant des marchands. Elle se souvient de Kwame Abe, un chef de gang, membre de la famille dirigeante de Weremso et qui vivait à Ankam. Lui et ses hommes opéraient le long du Pra, qui est un fleuve. Mais il sera pris et tué par les Assènes. Un autre grand brigand, Mamere Poku, était un Ashanti qui résidait à Abenasso. Il attaquait tous les marchands, sauf les marchands Ashanti. Damois, un bandit de grand chemin, écumait la région ouest de la Côte de l'Or, dépouillant les marchands de la côte Aranta qui tombaient dans ses filets. Donc vous voyez, toute cette activité marchande qui générait d'importants revenus, mais ça a suscité aussi des hors-la-loi, des brigands qui attaquaient les marchands pour les dépouiller. Voilà, donc voilà, on a le nom de quelques brigands de grand chemin, comme Kwame Abe, et comme Mamere Poku, et comme Damois. Voilà. La tradition orale se souvient très bien de ces bandits de grand chemin qui écumaient contre le commerce qui se faisait entre les compagnies européennes et les Africains. Plusieurs écrits parlent des intrigues des compagnies européennes dans les affaires locales des chefferies de la Côte de l'Or. L'on indique même que des rois et chefs ont été déposés ou intronisés sur l'influence des compagnies. Une source raconte qu'en 1704, quand le roi de Foutou, Arin Kouma, est décédé, Sir Dalby Thomas, l'agent général de Cape Coast Castle, donc au service de la compagnie anglaise, obtient le soutien du roi Ampékan d'Assabou et du grand courtier John Cabes afin que Dame Agouaba Brafo accède au trône de Foutou. Ainsi dit-on, alors que plusieurs chefs soutenaient la candidature d'Arim Pampa, Sir Dalby Thomas soutiendra Dame Agouafo Brafo, qui deviendra effectivement reine de Foutou. Bon, en fait, les Anglais ont fait du lobbying. Sans doute, ils ont corrompu des membres du Conseil royal ou du trône de Foutou pour que ce soit Agouaba Brafo qui soit faite reine. Voilà, c'est cela. D'ailleurs, il était dit que Dalby Thomas disait que Agouaba Brafo est sa reine. Voilà. Donc c'est comme ça, parce qu'il lui accordait sa protection. Sans doute en pensant à la reine d'Angleterre, bien sûr. Les sources écrites telles qu'interprétées à propos du jeu des influences et quant au choix des candidats au siège des royaumes et chefferies du littoral de la Côte d'Or se méprennent sur le poids réel de l'influence des compagnies européennes. Bon, mis à part vraiment le cas spécifique de Dame, comment on l'appelle, il faut que je me rappelle son nom, Agouaba, voilà c'est ça, Agouaba Brafo. Les capitales de ces royaumes et chefferies étaient légèrement à l'intérieur, ça c'est vrai. Que ce soit le Guafo, la Sabo et la Brème, dont les noms des capitales étaient à la fois ceux des royaumes même, souvent des membres des familles dirigeantes étaient de grands courtiers, sans oublier que les rois eux-mêmes avaient plusieurs courtiers à leur service, ceux qu'on appelle les batafous. C'est à coup de financement que les compagnies soutenaient un de leurs courtiers, membre d'un siège royal, pour qu'il accède au pouvoir. Bon, ça se fait souterrainement. Ça se fait souterrainement. Mais cette action était discrète et indirecte, car elle consistait à donner des moyens aux candidats pour obtenir les faveurs des électeurs au siège royaux, tels que les chefs de matrilignage, les reines, les notables. Obtenir de bonnes grâces de tout ce monde
la bonne grâce de tout ce monde n'était pas toujours évident. Il arrivait que les candidats eux-mêmes fassent appel au pouvoir financier des compagnies contre des promesses d'avantages commerciaux s'ils accédaient au pouvoir. Donc voilà ce qui s'est passé. Il faut relever que depuis l'époque portugaise, les Européens ne restaient pas indifférents face aux situations politiques simplement parce qu'elles influaient sur les échanges et que les guerres locales perturbaient le commerce. De sorte que l'on voyait les Portugais s'appuyer sur des courtiers envoyés comme représentants pour calmer d'éventuels belligérants et ramener la paix, souvent à coup de présents et de cadeaux. Voilà. Parce que, effectivement, les conflits perturbaient les échanges et faisaient baisser le niveau du commerce. À l'époque hollandaise, c'est-à-dire au moment où les Hollandais vont dominer parce qu'ils ont évincé les Portugais des grands ports, des grands forts de Elmina et le fort Saint-Antoine d'Axim. Voilà. Donc, à cette époque-là, donc, à l'époque hollandaise, au moment où les Hollandais vraiment dominaient la côte, les intérêts en présence étaient multiples car les compagnies et les interlopes étaient nombreux, sans compter l'accroissement constant du nombre des courtiers. Voilà. Mais il ne faut pas croire que dans cette atmosphère, les Africains étaient manipulés par les compagnies. Non. Bien au contraire, ils roulaient pour leurs propres intérêts. Nous avons cité plusieurs exemples historiques qui illustrent nos propos. Certes, les compagnies nouaient des intrigues, faisaient appel à des mercenaires contre les chefferies qui s'opposaient à elles, mais leur marge de manœuvre n'était pas grande et les Africains savaient défendre leurs intérêts. Les Eguafo, par exemple, vont conclure en 1641 un accord avec la compagnie hollandaise en insistant pour qu'il soit stipulé dans la clause que les Hollandais s'interdisent de vendre des armes et munitions aux Adoum avec qui ils étaient en conflit. Les Hollandais, en 1647, seront confrontés aux Évalois d'Axim, c'est-à-dire les populations d'Axim, qui refusaient le monopole de la Compagnie des Indes occidentales et refusaient de mettre fin au commerce des tissus d'épargne Kwakwa, c'est-à-dire qui venaient de la côte à Canlagunet de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis les zones de Cap Laou, c'est-à-dire la région de Grand Laou, etc., le pays Aladjan, Ébrié, etc., jusqu'à la zone d'Assini. Malgré l'accord de 1641, l'attitude désobligeante d'un marin hollandais ivre coûtera cher à l'équipage du Brunswick qui a failli être totalement exterminé par les guerriers de Guafou. Les populations de la côte de l'Or et de la côte Kwakwa, pendant des siècles, vont empêcher les Européens de pénétrer l'intérieur des terres. Les Européens resteront confinés sur le littoral. Les tentatives européennes pour rechercher les sources de l'or en tentant de pénétrer l'arrière-pays n'ont pas manqué. Elles ont toutes échoué. Des épisodes tragiques de telles tentatives ont été les destructions des forts Douma et Ruchaver. Voilà. D'après Kwame Yeboah Dekou, qui est un grand historien, qui a écrit même sur les échanges entre les compagnies européennes et les Africains sur la côte de l'Or, la constante intervention des Européens dans les affaires locales des royaumes côtiers va provoquer l'impossibilité pour eux de poursuivre une action politique et économique indépendante. Par contre, le Dankira, l'Ashanti, l'Akwamou, loin de l'interventionnisme des compagnies et des marchands européens, pourront élaborer des politiques propres et indépendantes. Évidemment, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec Kwame Yeboah Dekou. Parce que plusieurs exemples que j'ai donnés prouvent que ces compagnies européennes n'ont pas pu imposer leur dictat aux chefferies de la côte. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Malgré leurs intrigues. Ouais. Donc c'est cela. Je crois que sur ce point-là, Kwame Yeboah Dekou a quand même un peu exagéré. Il a quand même un peu exagéré. Ce point de vue est fort critiquable, car finalement l'Akwamou était une puissance côtière. Comme nous l'avons montré à travers plusieurs illustrations, maintes chefferies du littoral vont tenir tête aux compagnies et réussiront fort bien. Les Borbor Fanti et les Djoumouré, c'est-à-dire les Nzma, vont mener une politique commerciale indépendante, malgré les accords qui tentaient
a donné un contenu juridique au monopole commercial que certaines compagnies voulaient imposer. Les interlopes avec la population des natifs continueront d'exercer leurs activités. Voilà. La présence des interlopes prouve que ce que Kwame Yeboah dit n'est pas exact. Ce n'est pas parce que le Dankira et l'Ashanti étaient des royaumes de l'intérieur, donc loin du regard des compagnies, qu'ils ont fondé des États forts et puissants. À notre avis, c'est l'action d'hommes ambitieux qui explique cela. En effet, Osei Tutu et Opoku Ware ont eu la volonté de faire de leur royaume un État puissant. De même pour le Dankira, Bon Amponsem manifestera un désir de puissance évident. Les chefferies et royaumes du littoral ne se sont jamais laissés faire quand les marchands européens agissaient dans un sens qui allait contre leurs intérêts. C'est ça les faits. Donc sur ce point-là, Kwame Yeboah Dekou n'a pas raison. À l'époque portugaise, malgré la répression, le commerce avec les interlopes et les autres nations va se développer. Cela est une marque de la politique indépendante des chefferies du littoral. Il en sera de même pendant la période hollandaise et même après. Certes, le refus de la concurrence des marchands européens provoquait l'exacerbation des conflits. En vertu du régimento des Portugais, les Portugais entendaient réprimer les interlopes. En février 1541, un navire battant pavillon français est attaqué à 36 km de la factorerie d'Axim par les Portugais. Donc, cette façon de faire déjà a commencé longtemps avec les Portugais et les Hollandais n'ont fait que poursuivre cette politique-là. Entre 1552 entre 1552 et 1572, les navires anglais se font plus pressants et plus présents et commercent à la grande satisfaction des natifs de la Côte de l'Or parce qu'ils proposaient des produits de très bonne qualité. Même des particuliers portugais entreront dans le trafic. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas que ce soit trop long. Je crois que allègrement, nous sommes en train de terminer la série de vidéos sur les entraves au commerce. Voilà. Là encore, pour me résumer, le désir des différentes compagnies européennes d'imposer des monopoles a échoué. Ça n'a jamais marché. Quelquefois, certaines intrigues, comme par exemple l'assassinat du roi Abotaki de Guafo, ou le fait de donner des moyens financiers à certains candidats au trône, hein, bon, ça se faisait souterrainement. Mais de toutes les façons, les marchands africains, les Batafos, et même les rois de ces différents royaumes du littoral parvenaient à faire respecter leurs intérêts. Voilà. Je pense que les États africains aujourd'hui doivent prendre exemple sur nos ancêtres par leur désir et leur volonté farouche de préserver leur souveraineté. Ce qu'ils ont réussi à faire vis-à-vis des compagnies européennes. Voilà. Entre je peux dire le 15e, 16e, 17e siècle et le 18e siècle, quand ces échanges ont eu lieu sur le littoral de la Côte de l'Or, sur le littoral de la Côte Kwakwa. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et à bientôt.